Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro de votre émission Opinion. Ce dimanche, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Dr Bakar Dia. Dr Bakar Dia, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes médecin, médecin biologiste de la reproduction. Vous êtes ancien ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, ancien ministre des Sports. Alors, Bakar Dia est-il un homme qui fréquente les salons de massage? Non, je ne les fréquente pas. Je fais beaucoup de sport. Je ne les fréquente pas. Donc vous comprenez un peu le sens de ma question, cette affaire qui a été abordée dans la presse depuis quelques jours, l'affaire Ousmane Sonko. Le but du jeu ici ce n'est pas de dire qui a raison, qui a tort, non, ça c'est l'enquête qui a été ouverte qui va édifier l'opinion, mais c'est le nivellement par le bas du débat au Sénégal. Comment faut-il l'expliquer? Alors j'ose croire que nous n'allons pas nous aussi nous mettre à niveler notre débat par le bas. Je souhaite que nous parlions aujourd'hui de principes et de concepts. Je souhaite que nous parlions de l'affaire ou des affaires qui intéressent le Sénégal et les Sénégalais. C'est tout ce que je peux dire sur ces questions. Je suis toujours très mal à l'aise s'il faut parler de questions qui intéressent les gens, leur vie privée. Ça ne m'enchante pas trop. Vous l'écrivez plus dans le cadre privé. Quand je viens parler dans une télévision, c'est pour poser des questions qui intéressent le Sénégal et les Sénégalais. Oui. Pierre-Edouard, là où tu vas le soir, ne semble pas trop m'intéresser. Je suis comme ça. Je ne parle pas trop des hommes, surtout lorsqu'ils ne sont pas à côté de moi. Et cette affaire, on en a fait une affaire nationale, ça ne le méritait pas. Pierre-Edouard, je pense que je t'ai dit au début de l'émission que je suis un bon budoka et je suis habitué aux techniques d'esquive. Je vous ai dit que ces questions-là, moi je ne les aborde pas, vous savez. Je ne les aborde pas. Je préfère parler de questions qui intéressent le pays. Une des questions qui intéresse le pays, c'est une question d'ordre sanitaire. Le Covid-19 qui fait des ravages dans notre pays. Est-ce que vous avez vu venir cette situation? Oui, je pense que il n'y a pas de hasard dans la vie. Et comme disait un grand philosophe, le hasard n'est que l'un des pôles d'un ensemble dont l'autre s'appelle la nécessité. En d'autres termes, dans la nécessité, il y a le hasard. Et dans le hasard, il y a la nécessité. L'histoire a voulu que la première déclaration que j'ai eu à faire, c'était avec Pierre-Edouard. C'était dans une autre radio, une autre télévision, où je disais qu'il n'y avait pas d'exception sénégalaise. Où je disais qu'il n'y avait aucune spécificité sénégalaise. Et c'était une erreur que de croire que ce qui arrive dans les autres pays ne touchera pas notre pays. On a trop vite pavoisé. Oui, je pense qu'il faut savoir raison garder lorsqu'il y a une épidémie nouvelle, un virus nouveau. Il faut écouter, il faut être vigilant et surtout il faut mettre en œuvre, comme je vous l'avais dit, le principe de précaution. Il faut anticiper sur les risques qui ne sont pas très connus et c'est le cas. C'est une maladie nouvelle. Le risque, il est là. Nous n'avons pas assez d'indices pour confirmer l'évolution du virus. C'est pourquoi nous devons mettre en œuvre le principe de précaution. L'absence de certitude quant à l'avenir que le virus nous réserve nous pousse à être très prudents et à être très vigilants. Ce qui se passe au Sénégal est très difficile. La situation, elle est dommage, elle est terrible. Était-elle prévisible cette situation? Oui, il y avait des indices. Et comme je vous avais dit, il y avait assez d'indices pour nous faire croire que ce qui se passe ailleurs peut aussi se passer au Sénégal. Aujourd'hui, nous en sommes à une situation très très difficile où le taux de mortalité me semble être très au-dessus des taux qui sont aujourd'hui donnés à gauche et à droite. C'est sous-estimé? Je suis convaincu que la réalité
dépasse les chiffres théoriques. Et vous fondez sur quoi? Je me fonde sur beaucoup d'éléments. Je me fonde d'abord sur le fait que partout, ce qui se dit, ce qui se voit, c'est que le taux de malades est très très augmenté. Les hôpitaux sont remplis, les services de réanimation sont remplis. Et ça, c'est Dakar. Qu'est-ce qui se passe dans les villages les plus reculés? Est-ce qu'on a assez de statistiques pour être sûr que dans ces villages-là, la pandémie est maîtrisée ou pas? L'un dans l'autre, je suis convaincu que nous devons prendre à bras le corps cette question-là. Nous devons prendre à bras le corps la communication autour de cette question et mettre en synergie toutes les possibilités pour maîtriser la pandémie. Toutes les possibilités, c'est d'abord la précaution, ensuite la prévention et enfin le traitement. Je pense que pour cette pandémie, ce que nous devons éviter, c'est de croire encore que le vaccin sera une panacée. Le vaccin ne sera pas une panacée, le vaccin ne sera pas une solution miracle. Il nous faut associer tout ce qui est à notre disposition. D'abord, la prévention. Vous voyez qu'il y a un relâchement inquiétant dans le respect des mesures barrières. Moi, j'ai toujours milité pour un confinement individuel mobile. Le respect des mesures barrières, le port systématique du masque, le lavage des mains, le respect de la distanciation physique, partout, dans les bureaux, dans les écoles, ce qui est difficile, dans les universités, ce qui est difficile. Vous voyez ce qui se passe à l'université Gaston Berger, vous voyez ce qui se passe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans les écoles, il nous faut anticiper. Ça, c'est la première des choses. Que faut-il faire? Il faut fermer les universités et les écoles? Il faut aller vers une concertation plus sérieuse, où tous les acteurs vont donner leur point de vue. J'entends les syndicats dire il faut fermer. J'entends le ministère dire c'est pas le moment. Bref, l'un dans l'autre, nous devons, à mon avis, mettre ensemble toutes les synergies. Ne pas nous limiter à des positions de principe défendues par un corps, mais prendre en compte la position de chaque individu et la position de tous les acteurs. Ça, c'est la première des choses par rapport aux mesures barrières. La deuxième des choses, après ces mesures de distanciation physique, il faut traiter. Je pense qu'il y a quand même des protocoles qui marchent. Traiter très tôt, dès le début. Je pense que l'équipe du professeur Seydi est en train de faire un travail extraordinaire. Traiter et prendre en charge, mais mettre aussi le maximum de moyens au service du milieu médical. Décentraliser la prise en charge, décentraliser la prise en charge, c'est-à-dire les mesures de prévention et le traitement jusqu'au centre de santé les plus reculés. On ne peut plus, dans un contexte d'une pandémie qui devient endémique, nous limiter à des structures, 2 ou 3 ou 4 structures. Il faut que tous les hôpitaux, que tous les centres de santé, que tous les postes de santé soient préparés à la prévention, mais aussi à prendre en charge les cas et en urgence, éviter qu'on en atteigne ou qu'on atteigne cette situation où les malades doivent tous se retrouver en réanimation. Il y a des traitements qui ont fait leur preuve. Il faut que les médecins soient mis à jour, que les infirmiers soient mis à niveau par rapport à ces traitements et il faut traiter. C'est en associant la distanciation sociale, le traitement médical et peut-être probablement la vaccination que nous pouvons penser arriver à neutraliser ou à maîtriser le virus. Et vaccination aussi, il faut que les populations en discutent. Oui, il faut que les techniciens en parlent. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette question du vaccin. Il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas une panacée pour régler toute la question. Il faut une synergie de toutes les solutions qui sont entrenommées. Mais que dire de ce nombre important de patients qui sont traités à domicile? Est-ce efficace cette méthode? Mais ça veut dire que l'État est dépassé. C'est la vérité. À la première vague, on parle de vague, je me demande si c'est une deuxième vague ou si c'est une deuxième épidémie. Parce que si c'est un virus qui a muté 5, 10, 15, 20 fois, qui présente un autre tableau, est-ce qu'on peut parler de deuxième vague? En tout cas, au premier cas, vous avez vu qu'il y a eu des hôtels qui ont été réquisitionnés, il y avait des structures, des postes avancés pour la prise en charge, mais aujourd'hui, tout le monde constate, même s'ils ne le disent pas, que la situation, elle est même hors de contrôle. Et on ne peut plus hospitaliser tout le monde, on ne peut plus prendre en charge tout le monde. Maintenant qu'il faut les prendre en charge à domicile, je pense qu'il faut beaucoup de communication, il faut beaucoup de sensibilisation et surtout il faut
à mon avis, que les postes de santé soient préparés à prendre en charge les malades. Vous savez, le paludisme tue en moyenne une personne par seconde. C'est 60 personnes par minute, c'est 360 personnes par heure. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de vaccin contre le paludisme. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les postes de santé sont bien entraînés, les hôpitaux sont bien entraînés, et les mesures de prévention aujourd'hui, les moustiquaires imprégnés sont très efficaces et pratiquement systématisées. Ça nous permet de prendre en charge cette grave problématique qui tue plus que n'importe quelle autre maladie. Donc moi je pense que de plus en plus, nous devons nous faire une philosophie et nous dire que c'est peut-être pas pour demain. Et parce que c'est peut-être pas pour demain, nous devons nous engager dans une stratégie de long terme et à long terme. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu erreur de jugement dans la gestion de cette pandémie dès le départ? Vous l'avez rappelé tantôt, à France 24 et RFI, le président de la République a magnifié ce qu'il a appelé l'exception sénégalaise. Quelque temps après, le Sénégal a été classé deuxième pays qui a mieux géré la pandémie par un classement dont certains doutent de la fiabilité. Le ministre de la Santé a reçu le trophée de meilleur manager ici en Afrique. Est-ce qu'on n'a pas trop vite crié victoire? À sa décharge, moi je pense que le président de la République, il ne donne que les informations qu'on met à sa disposition. Ça aussi, c'est trop facile, lorsqu'il y a un problème, de ne pas situer les responsabilités. Vous vous souvenez quand le président disait qu'il y avait une exception sénégalaise, moi j'ai intervenu pour dire qu'il n'y a pas d'exception sénégalaise et que les Occidentaux sont en train de nous endormir. Il ne faut pas accepter ça. Et bon, c'est vrai que les gens n'ont pas aimé, et ils n'aiment pas trop mes sorties, mais je continue à croire qu'il n'y a pas d'exception sénégalaise. En tout cas, j'ai la liberté de dire ce que je pense. Alors, après, j'ai vu monsieur le ministre de la Santé aller prendre en pleine guerre des médaillons. Ce qui m'a rappelé, ce qui simulait à s'y méprendre, pour reprendre vos termes, le vieux nègre et la médaille. De Oyono. Voilà, de Ferdinand Oyono. Nous devons rompre avec ces méthodes-là. Croire qu'un jugement ne peut être bon que s'il est porté par les Occidentaux. Il faut d'abord s'attendre au jugement des pairs. Le ministre de la Santé doit savoir raison garder, et je pense que depuis le rebond que l'épidémie a connu, il est moins prolixe. Et moi, je l'exhorte à continuer en ce sens, à laisser les médecins et les techniciens aller au-devant, parce qu'il ne s'agit pas de montrer qu'on est le plus fort, qu'on est le plus beau, qu'on est le plus intelligent. Tout ce qu'il faut, c'est de rester vigilant, de rester sur ses gardes, et de comprendre que cette épidémie est une des épidémies les plus graves que l'humanité n'a jamais connues. Croire qu'on est au-devant des États-Unis, au-devant du Canada, au-devant de la France, du point de vue de la gestion de l'épidémie, c'est accepter de se faire endormir. Moi, je ne suis pas de cette génération, je ne l'accepte pas. Je demande à mon ministre, que j'aime bien, de rester vigilant et de ne plus se faire divertir par des médaillons qu'il doit aller prendre au moment où par dizaines, les Sénégalais sont en train de mourir. La crème de ce pays s'en va. Je suis au regret de le dire. La crème de ce pays s'en va. On ne semble pas mesurer la gravité de la situation. Regardez, on a l'impression que la terre se dérobe sous nos pieds. Moi je suis très triste quand je vois ce qui se passe, quand je vois les morts pour Covid. Je dis on est en train de perdre ce que le pays a de meilleur. Et c'est pourquoi je lance du haut de votre micro un appel au chef de l'État. Toutes les réunions, Monsieur le Président de la République, toutes les rencontres qui ne sont pas indispensables, mais présentielles, il faut utiliser les technologies de l'information pour les faire. On est en train de nous parler du dialogue politique. Nous allons encore réunir les partis politiques qui viendront d'horizons différents, en train de discuter autour de questions qui sont très importantes. Mais, à mon avis, l'heure a d'autres exigences. Mais qui ne sont pas prioritaires, ces questions. Non, elles sont prioritaires, mais est-ce qu'il faut qu'on se retrouve autour des tables pour en parler? Est-ce qu'on ne doit pas utiliser les méthodes modernes? Je salue le nouveau responsable du dialogue politique. Mais je pense que
la lecture concrète de la situation nous impose d'autres stratégies. Pour moi, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse du Sénat, qu'il s'agisse des ministères, les réunions en présentiel et même des universités, les réunions en présentiel doivent être une exception. Et les réunions virtuelles, la règle. C'est ce que la situation nous exige. Les choses s'aggravent, le taux de mortalité augmente, et c'est comme si nous sommes insensibles. Je demande au président de prendre des mesures fortes dans ce sens. C'est comme les manifestations publiques et même privées. Il faut les réduire, il faut les interdire. C'est à ce prix que les traitements pourront apporter des effets. C'est à ce prix que demain un vaccin pourra être utile. Mais on ne peut pas continuer à vivre comme s'il n'y avait aucun problème. Moi, vous savez, je suis convaincu que la situation est tellement grave qu'au niveau de l'administration, nous devons faire des réunions, et même dans le privé, nous devons faire des réunions présentielles, l'exception, et des réunions virtuelles, la règle. Dakar et Thiès sont sous couvre-feu depuis plus d'1 mois. Donc, exceptionnellement, ces deux régions, parce que on dit qu'elles totalisent 90% des contaminations. Est-ce une manière efficace de mettre sous cloche de manière partielle ces deux régions et en laissant les 12 autres de notre pays? Bon, c'est difficile de donner un jugement de valeur par rapport à une telle décision, parce que la dimension médicale... elle va avec les questions économiques, les questions sociales. Ils ont peut-être des éléments d'appréciation que nous n'avons pas. Mais du point de vue de la progression du virus, lorsqu'on fait le bilan d'avant couvre-feu et le bilan aujourd'hui, Pierre-Edouard, il y a à se poser la question de l'efficacité. La deuxième chose, c'est que moi, à 18h, 19h, 20h, il m'arrive de faire le tour de quelques points chauds, mais je vois qu'il y a un embouteillage extraordinaire. Les populations se battent pour entrer. C'est le sauve-qui-peut, comme qui dirait. Oui, les bus sont remplis. Les bus sont remplis, les bus sont débordés. Maintenant, est-ce que tout cela va dans le sens du respect de la distanciation physique? Je crois qu'il faut évaluer tout ça. D'autant que les mesures, il faut les prendre là où c'est grave, mais il faut aussi anticiper pour éviter que les autres régions ne puissent connaître la même situation. L'un dans l'autre, moi je continue à croire que le confinement individuel mobile est une solution qui peut réduire le taux de propagation. Mais ce confinement ne peut aller qu'avec une bonne campagne de vulgarisation, de sensibilisation par rapport au port du masque et à l'ensemble des mesures barrières. Nous pouvons nous battre pour respecter les mesures barrières. Nous pouvons nous battre pour porter le masque, nous laver les mains, respecter la distanciation sociale et aller mener nos activités tranquillement, tout en comprenant que toutes les situations où il y a 10, 15, 20 personnes, lorsque ce n'est pas indispensable, il faut les éviter. Moi, je continue à dire qu'un confinement individuel mobile plus une systématisation des réunions virtuelles associées à une interdiction des rassemblements publics, ça va réduire le taux de malades qui arrivent à l'hôpital et ça va permettre de prendre en charge très précocement les maladies. Moi, je suis convaincu que lorsque la prise en charge est précoce, nous pouvons avoir de très bons résultats parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions du point de vue de la thérapeutique et du point de vue du traitement. Mais lorsque les populations ne respectent pas les mesures barrières, lorsque dans l'administration et dans le privé, on en est encore à faire des réunions en présentiel qui ne servent à rien, lorsque nous regroupons encore nos cadres politiques dans un dialogue ou peut-être qu'on peut le faire en virtuel, moi je dis qu'il y a encore des efforts à faire du point de vue de la prévention. Mais docteur Bakar Dia, est-ce que le fait de nous avoir dit dès le départ qu'il fallait vivre avec le virus n'a pas été une erreur? Je le crois. Moi, vous connaissez ma position sur cette question, nous en avons longtemps discuté. Bon, c'est vrai que les autorités souvent n'aiment pas un son de cloche contraire, alors que la contradiction, elle est positive. La contradiction, c'est le moteur de l'histoire. C'est la contradiction, comme disait l'autre, qui nous fait avancer. Moi, vous ne m'entendez jamais attaquer des personnes, parler de personnes, rentrer dans la vie privée de personnes. Parce que je respecte chaque homme politique comme je me respecte moi-même. Ce que je ne veux pas qu'on dise de moi, je ne le dis jamais à une personne.
Par contre, du point de vue des idées, du point de vue des concepts, j'ai des idées contraires. Moi, j'ai dit au tout départ que vivre avec le virus est une erreur de communication. C'est pas méchant. C'est une erreur de communication parce que lorsque vous demandez aux populations de vivre avec le virus, alors ils se disent, il n'y a pas de problème. Elle va vous prendre au mot. Oui, il n'y a pas de problème. Alors qu'on peut demander aux populations de vivre avec les mesures barrières. De vivre avec les mesures barrières, leur dire que le virus, il ne va pas partir maintenant, mais il est aussi dangereux qu'avant. Donc il faut fuir le virus, il faut vivre avec les mesures barrières. Si les populations comprennent qu'il faut fuir le virus et vivre avec les mesures barrières, avec une bonne campagne de communication qui montre quelque part la situation dans les réanimations, moi je pense qu'on peut organiser la communication autour de ça, communication visuelle. Quand les populations verront, tout en gardant l'anonymat, la gravité de la situation à Fann, à Le Dantec, à Principal, et dans d'autres pays, dans d'autres régions du Sénégal, ils comprendront qu'il faut vivre le virus avec les mesures barrières. Les centres de réanimation. Moi, je le crois, à la presse, par exemple. À la presse, avec le respect de l'anonymat. Il y en a, il faut voir pour croire pour certains. Quand ils verront la situation difficile dans laquelle les gens vivent, je vous assure que les mentalités vont changer et le déclic va se créer parce que la situation, elle est très grave, elle est gravissime. Maintenant, bon, j'ose croire et j'ai entendu d'ailleurs du point de la communication des évolutions, ils ne disent plus qu'il faut vivre avec le virus. Ça, c'est Macron qui l'a dit. Oui. On n'a pas le droit de le répéter. C'était un concept importé, on a l'impression. C'est ça le problème. Oui. C'est-à-dire que nous, on ne vit pas avec le virus, on ne veut pas vivre avec le virus. Nous voulons fuir le virus, nous voulons vivre avec les mesures barrières. Les populations doivent comprendre que peut-être pendant longtemps, il faudra respecter la distanciation physique, il faudra respecter le port du masque, le lavage des mains. Il faut que chacun de nous comprenne que ce n'est pas fini, ce n'est pas pour demain ou après-demain. Et surtout qu'on ne se dise pas que le vaccin, il va venir pour régler tous les problèmes. Le vaccin nous aidera à réduire peut-être le taux de propagation du virus, mais il faut associer, s'il y a vaccin, tous les autres gestes et toutes les autres mesures barrières. Il faut une prise en charge précoce et radicale pour espérer maîtriser une pandémie qui commence à être endémique. On disait 1 mois, 2 mois, moi je me demande si on ne va pas vers une endémie, si vraiment le virus n'est pas venu pour s'installer durablement. Et si c'est le cas, les populations doivent continuer à être extrêmement vigilantes. Le vaccin, parlons-en, le Sénégal est en train de développer une stratégie de vaccination. Alors, ce vaccin pourrait-il constituer ce fameux fil d'Ariane qui va nous sortir du labyrinthe? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas que le vaccin puisse être la panacée. Vous savez, en médecine, lorsqu'on parle de panacée, c'est vraiment une solution à tous les problèmes. Et d'ailleurs, pour éviter la déception, il faut qu'on communique vrai et qu'on communique juste. Maintenant, il est clair qu'avec les réseaux sociaux, les technologies de l'information, on n'a plus la maîtrise même de la communication scientifique. Ça, c'est un problème. Vous nous parlez de vaccins, mais vous savez, les populations, avec les réseaux sociaux, ont toutes les informations sur tous les vaccins. Mais moi, je dis qu'un vaccin ne réglera pas le problème si, en plus, il n'y a pas un traitement efficace des malades, si, en plus, il n'y a pas une prévention correcte et si on ne met pas en œuvre le principe de précaution. Ça, c'est la vérité. On ne peut pas dire aux populations, il y a un vaccin, maintenant faites comme vous voulez, ne respectez plus ou bien vivez avec le virus parce qu'on va vacciner. Le vaccin à lui seul ne réglera pas le problème, d'autant que le vaccin pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Quelles sont les questions que soulève le vaccin? Elles sont nombreuses. Moi, je crois que le Sénégal compte beaucoup de spécialistes, des biologistes, des spécialistes de la biosécurité. Le Sénégal compte beaucoup d'infectiologues. Et l'heure est venue pour que toutes les spécialités médicales, surtout les femmes et les hommes d'expérience, qui nous ont formés souvent et qui sont encore là. Moi, je pense que le président doit élargir son cercle. Quand je dis élargir, je ne parle pas de moi, je suis le moins brillant de tous. Ils brillent par leur silence. Mais moi, ils ne participent pas au débat, ils n'écrivent pas pour éclairer la lanterne de l'opinion. Moi, je pense que si le président en vient à parler de catastrophe sanitaire, c'est qu'il doit prendre des mesures en conséquence. Pour moi, il faut
un grand conseil qui, en dehors et en plus du comité qui est là, regroupera tous les doyens de la médecine qui sont là et qui peuvent apporter beaucoup de choses pour réfléchir autour des questions. On ne peut plus être dans un dialogue monologue, il faut que tout le monde vienne. Pourquoi? Parce que le Sénégal doit se faire une doctrine sur le vaccin. On nous dit, on est en train de préparer une stratégie. Non, non, non. Pour moi, ce n'est pas une affaire du ministère, c'est une affaire de tous ces scientifiques qui sont au Sénégal, qui sont bien formés, qui ont formé de grands cadres et qui ne demandent qu'à être impliqués dans le processus. Mais qui ne participent pas au débat. Mais vous savez, la médecine, elle a quand même... Ils n'écrivent pas. Non, la médecine, elle a ses réalités. Moi, je pense que c'est le président qui doit faire l'effort d'aller les prendre là où ils sont, d'élargir son comité, de discuter avec ses experts et surtout ses doyens qui ont l'expérience. Moi, je pense que c'est utile. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas, déjà sur le plan international, le débat il est posé quant à l'efficacité du vaccin. Il protège à hauteur, à quelle hauteur? Certains te disent à hauteur de 80-90%. Deuxièmement, la durée de l'immunité, elle n'est pas encore réglée. Troisièmement, quel type de vaccin nous voulons? Cette question n'est pas réglée. Vous savez, on nous parle de vaccins, mais il y a plusieurs types de vaccins. Est-ce qu'on utilisera les vaccins sur la base de virus atténués? Est-ce qu'on utilisera des vaccins sur la base de virus qui ne sont pas vivants? Ce sont les types de vaccins que nous connaissons le plus. Je ne veux pas faire de publicité, je ne vais pas parler de pays, mais ces vaccins-là, ce sont les vaccins les plus connus. C'est la méthode d'utilisation de vaccins la plus connue. Il y a une troisième catégorie de vaccins, c'est le vaccin à ARN messager. Durant cette émission, je ne veux prononcer le nom d'aucun laboratoire et d'aucun pays. Mais je reste juste sur des considérations scientifiques. J'ai écouté beaucoup de scientifiques parler, j'ai appris beaucoup de scientifiques sénégalais, auprès de beaucoup de scientifiques sénégalais qui ont donné leur position. Mais moi, je reste convaincu que nous sommes dans le domaine de la manipulation génétique. C'est quoi une manipulation génétique? C'est qu'on prend un virus, un corps étranger ou une partie du corps étranger vivant, d'un être vivant, une partie d'un être vivant, un être vivant, qu'on va inoculer dans l'organisme humain. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'ARN messager du virus, qu'on va inoculer dans l'organisme humain. Il va se produire une protéine et après, cette protéine du virus qui se produit va déclencher la production d'anticorps. C'est une technique nouvelle. Et avec tout ce que cela comporte comme risque et danger. La vérité, c'est que du point de vue de la bioéthique et du point de vue de la protection du corps humain, je crois que c'est la première fois, sinon les autres me diront, que cette technique est utilisée. Et ça veut dire que nous sommes en plein dans ce qu'on appelle les manipulations génétiques. Et lorsqu'il y a une problématique de ce genre, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter pour discuter avec tous les spécialistes parce que nous n'avons pas, il y a beaucoup de spéculations, mais nous n'avons pas assez de recul pour voir les effets à court, moyen et long terme d'une telle technique. Parce qu'il y a de réels risques d'effets secondaires. Mais oui, parce que comme toute manipulation génétique, il faut du temps pour voir ce qui se passe. En conséquence de quoi, je peux dire, sans risque de me tromper, que nous sommes en plein encore dans la phase expérimentale pour ce vaccin. C'est ça la vérité. Nous sommes dans la phase. Le fait de recruter des malades, de les vacciner, rentre dans le cadre de la démarche expérimentale. Je parle du vaccin à ARN messager. Je ne parle pas des autres types de vaccins dont les procédures de fabrication sont connues. Nous sommes dans l'expérimentation et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, on vous dira, voilà, ça donne ça, ça ne donne pas ça. L'un dans l'autre, moi je pense que pour ce vaccin-là, nous devons mettre en avant le principe de précaution. D'ailleurs, parce que les risques ne sont pas très connus, quand vous visitez le site du laboratoire ou des laboratoires qui ont mis ce vaccin en expérimentation, moi c'est ce que je dis, ils posent des conditions très claires. Qui est responsable demain en cas d'effet secondaire grave? Est-ce que c'est l'État qui est responsable ou est-ce que c'est le labo? Attention à cette question. Deuxièmement,
quelles sont les contre-indications. Et les indications, en général, dans certains pays, on choisit de vacciner les personnes âgées de 70 ans, 75 ans, ou les sujets qui ont des comorbidités. Les gens vont beaucoup plus loin en préconisant une certaine forme de contraception chez les sujets qui doivent être vaccinés, une contraception masculine comme une contraception féminine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas assez de recul, on ne sait pas trop ce que ce vaccin peut donner de bon ou ce que ce vaccin peut donner de bon. C'est pourquoi j'ai dit, il y a différents types de vaccins qui sont là. Ça, c'est vraiment une position de scientifique que je donne. Il y a des vaccins dont la démarche est connue, mais il y a des vaccins, il y a un vaccin qui, jusqu'à l'heure où je vous parle, ou à l'heure où les gens se font vacciner, est à un stade expérimental. Donc, il faut que le gouvernement, en toute sérénité, pas dans un esprit belliqueux, je ne suis pas dans un esprit belliqueux. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas lieu de s'empresser en voulant vacciner la population au mois de mars à venir. Mais moi, je donne juste une position. Ce que je dis, c'est que nous devons mettre en œuvre le principe de précaution pour un vaccin dont les effets à long terme ne sont pas bien connus. Notamment un vaccin qui utilise l'ARN messager du virus qu'on va inoculer chez le corps. Quel est le scientifique, pharmacien, médecin sénégalais qui peut me dire qu'il a la claire conscience que ce vaccin n'aura aucun effet secondaire et n'entraînera aucune mutation génétique? Il n'y a pas un médecin, un pharmacien sérieux qui peut l'affirmer. C'est le recul qui nous le dira. Par contre, il y a d'autres types de vaccins qui sont là, qui sont fabriqués sur la base de virus atténués ou sur la base de virus non vivants. Ce sont des pistes relativement intéressantes de réflexion. C'est pourquoi je dis, moi je ne me suis pas fait une doctrine sur la vaccination, mais je pense que le président de la République, qui est le président de tous les Sénégalais, qui a la décision finale, moi je ne peux que donner un conseil, se doit de regrouper tous les experts, de dépasser le cadre de son comité actuellement, parce que de toute façon ce comité est dépassé, vous l'avez dit, il est devenu aphone. Le comité national de gestion des épidémies. Moi je pense qu'il doit donner, je vous rassure, moi je ne suis même pas partant pour ça, mais je pense qu'il doit donner du 109 à ce comité. Il y a des niches qui ne sont pas encore utilisées, il y a d'éminents professeurs de médecine, d'éminents praticiens de médecine qui peuvent apporter quelque chose au président. Donc moi, mon rêve c'est de voir le président s'ouvrir, avoir un collège de 100, de 200, de 300 médecins, biologistes, épidémiologistes, qui devront régulièrement s'en tenir avec lui, ne serait-ce que par vidéoconférence ou par visioconférence, de façon régulière, donner leur avis sur des questions. Moi, je suis convaincu que la solution, elle est là. Il n'y a pas quelqu'un qui a la solution miracle. Il n'y a pas, ici au Sénégal, quelqu'un qui peut se prévaloir d'avoir les recettes. La recette, elle sera le produit d'une large concertation avec tous les scientifiques et tous les praticiens de la médecine. Et le président, il a la capacité de remuer et de faire bouger les lignes. Il a la capacité d'impliquer tout le monde, pas seulement le monde des universitaires. Il y a des praticiens qui sont là, qui savent ce qu'il faut faire. Il faut que le président parle avec tout le monde. La situation, elle est grave. Oui, on est dans l'urgence, l'heure est grave. Et c'est pourquoi il doit faudra se concerter avec tout le monde. Pas se concerter, c'est écouter. C'est écouter. Moi, je suis sûr que dans ce pays, il y en a qui peuvent apporter et qui ne demandent que ça. Par rapport à la vaccination, nous devons nous faire une doctrine. D'autant que la campagne anti-vaccin a atteint un niveau à travers le monde qu'il est très difficile de nager à contre-courant. Et surtout dans notre pays. Oui, c'est à travers le monde, oui. C'est général. C'est pourquoi il a besoin d'écouter le maximum, de communiquer au maximum et de prendre les meilleures décisions. Regardez, nous sommes en phase d'une épidémie de fièvre jaune. Le vaccin contre la fièvre jaune est connu et a fait ses preuves depuis des décennies. Ce virus est connu. Le vecteur, il est connu. Mais j'ai entendu dans une partie du pays le préfet ou le gouverneur qui était obligé d'expliquer que ce vaccin est différent du vaccin contre la Covid-19. Vous voyez combien la situation elle est grave et qu'il y a besoin de communiquer avec les populations. Alors que pour la fièvre jaune, il faudra vacciner. Il faudra vacciner, vacciner et vacciner pour penser contenir l'épidémie. Parce que si en plus d'une fièvre, d'une Covid-19, nous en sommes à un virus
aussi grave que la fièvre jaune qui va être épidémique après endémique, ce sera une catastrophe ingérable. Donc vous voyez, il faut faire la part des choses, expliquer, y aller avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup d'exemples, pour que les populations comprennent, et j'en profite pour lancer l'appel, que nous devons nous vacciner contre la fièvre jaune pour contenir la pandémie. Et que l'autorité qui le disait avait raison, ça n'a absolument rien à voir avec la Covid-19. Oui. Mais si nous ne nous vaccinons pas contre la fièvre jaune, l'association épidémie de fièvre jaune et épidémie de coronavirus, mais ce sera l'hécatombe, ce sera la catastrophe, oui. ce sera un cocktail explosif. ingérable. Oui. Maintenant, le gouvernement, dans sa stratégie, prévoit de démarrer la campagne de vaccination au mois de mars prochain à venir. C'est quoi? Vous l'invitez à repousser ce délai? Non, moi, vous savez, le président, il a ses conseillers, il a son staff qui travaille bien, qui travaille même mieux que moi. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ils sont beaucoup plus brillants que moi. Moi, je ne suis qu'un médecin de campagne, comme je me définis. Mais je suis convaincu qu'ils ont besoin d'écouter d'autres voix à l'heure où nous sommes. Ils ont besoin de trouver d'autres voix. Ils ont besoin d'un second souffle. Donc rien ne presse pour le vaccin? Non, moi je vous ai dit, Pierre-Edouard, que le vaccin n'est pas une panacée. Le vaccin ne pourra être efficace que s'il vient compléter une panoplie de gestes bien respectés. S'il n'y a pas le respect de la distanciation physique, s'il n'y a pas une prise en charge correcte des malades et précoce, s'il n'y a pas de médicaments disponibles, un personnel de santé assez motivé, s'il n'y a pas une décentralisation de la prise en charge dans les structures et dans les villages les plus reculés, parce que la Covid est partout. Je dis dans les villages les plus reculés, les infirmiers chefs de poste doivent être préparés à la prévention et à la prise en charge de la Covid-19. S'il n'y a pas ça, moi je ne crois pas que le vaccin viendra résoudre les questions. Maintenant, quel type de vaccin il nous propose? Quelle est la démarche? Moi j'attends de voir. On nous dit qu'on a une stratégie. En tout cas, je n'ai pas vu une communication large sur le type de vaccin qui va venir et sur les raisons qui ont poussé à ce choix de vaccin. Moi je vous ai dit ce que je pense des 3 catégories de vaccins qui sont sur le marché. Et pour le moment, et par respect aux collègues, je ne peux pas aller plus loin. Mais quand ils nous diront ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont exactement proposer aux Sénégalais, je leur donnerai ma position et mon point de vue, en toute impartialité, en toute objectivité, oui, et pour le bien, oui, de la population. Vous êtes médecin, donc vous faites partie de la cible prioritaire pour le vaccin. Question personnelle, allez-vous vous faire vacciner, Dr Bakar Dia? Oui, mais je vous ai dit, il faut que je sache ce qu'ils nous proposent, pour même être d'accord sur le principe de la vaccination. Je vous ai dit tout de suite, j'ai développé. Est-ce qu'ils vont nous proposer un virus atténué? Est-ce qu'ils vont nous proposer un vaccin sur la base d'un virus non vivant? Ou est-ce qu'ils vont nous proposer un vaccin sur la base de l'ARN messager? C'est ça la question fondamentale. C'est pourquoi je dis qu'ils ont intérêt à communiquer, à discuter largement. Moi, je ne sais pas quel type de vaccin ils nous proposent. Et sur cette base-là, je ne peux pas prendre de position. Si vous voulez, moi, je ne suis pas contre les options qu'ils prennent. Mais je pense qu'ils doivent davantage communiquer et nous dire ce qu'il faut. Parce que pour moi, me vacciner Pierre-Edouard ou vacciner un autre, c'est le Sénégalais qui doit être vacciné. On doit se faire une philosophie et nous dire, oui, cette démarche peut être efficace si on l'associe aux autres méthodes de prévention et à un traitement efficace. J'attends de voir ce qu'ils nous proposent. J'ai vu beaucoup dire, oui, je me vaccine, je ne me vaccine pas. Ça ne nous gêne pas parce qu'ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas biologistes, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais il faut que le gouvernement communique clairement, oui, pour nous dire quel type de vaccin ils vont nous proposer. Donc vous comprenez la méfiance de certains Sénégalais vis-à-vis de ce vaccin? Mais cette méfiance, elle est liée d'abord au fait que les modes de communication scientifique ont évolué. Et je pense que le gouvernement ne s'est pas adapté. Vous savez, les radios et les télévisions vont moins vite que les technologies de l'information et de la communication. On ne peut pas parler et dire quelque chose du vaccin que le peuple ne connaît pas. Et donc, la perception que les populations avaient du vaccin et des traitements il y a 50 ans ne peut pas être la même qu'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut un effort de sensibilisation et de communication pour convaincre. Et pour ce faire, il faut communiquer juste et il faut dire la vérité aux populations. Il faut leur dire, voilà ce que nous... Le peuple c'est qui? Le peuple c'est vous, le peuple c'est moi. Qu'est-ce qu'on peut me cacher moi du point de vue de la vaccination?
On nous dit qu'il y a une stratégie qui est mise. Quelle est cette stratégie? Vous ne la sentez pas sur le terrain? Il y a des vaccins. Il y a des vaccins. Est-ce que vous pouvez me dire quel type de vaccin le gouvernement propose aussi? Oui. Le Sénégal est dans l'initiative COVAX avec l'OMS. Hein? On a reçu un don de la Chine. Oui, de quoi? Exactement. Voilà. Vous me parlez de l'OMS, vous me parlez de la Chine, vous me parlez... Je vous ai dit, je ne veux pas citer un pays nommément, mais en fonction des pays, vous savez, en fonction des laboratoires, il y a des catégories de vaccins qui sont fabriqués. C'est pourquoi je dis qu'il faut un large débat sur cette question. Et si le gouvernement veut réussir, et je le souhaite pour le président, qu'il réussisse à contenir la Covid-19, il faudrait que toutes les forces soient impliquées. Il faudrait que les campagnes de communication se fassent en toute objectivité et que chaque Sénégalais puisse comprendre. Pour la prévention, voilà ce que je dois faire. Pour le traitement, voilà ce que je dois faire. Pour le vaccin, voilà le vaccin qu'on nous propose. Si ça se passe comme ça, je pense qu'on a des chances de contenir la pandémie. Mais si ça ne se passe pas comme ça, vous allez voir ce qui se passe dans certains pays. On dit c'est la vaccination, les gens sautent sur des immeubles et des étages parce qu'ils ont peur. C'est extraordinaire. Que des populations te disent, non, j'ai peur que tu me prennes en charge, j'ai peur que tu me soignes. Les populations doivent adhérer. Et lorsqu'il n'y a pas une adhésion des populations, il y a un problème à réussir une politique de santé, quel qu'en soit du reste, la qualité du vaccin, des médicaments que nous proposons. Quand le professeur Seydi a dit le protocole de Didier Raoult marche, je l'ai essayé, j'ai eu de bons résultats. Est-ce qu'il y a eu un malade qui a refusé le protocole de Didier Raoult? Les gens ont tous accepté que la chloroquine pouvait marcher, que les antibiotiques pouvaient marcher, qu'il fallait renforcer l'immunité, etc., etc. Il faut mettre en avant la communauté scientifique. Moi, je le crois. Je le crois. Il faut mettre en avant parce que les gens ont confiance. Je le crois parce que si on ne le fait pas, les récepteurs du message n'accepteront pas. Moi, c'est ça ma conviction. Pour finir avec ce virus, moi, je suis convaincu que la première immunité, elle est naturelle. L'immunité naturelle, il faut faire son sport, il faut bien dormir, il faut manger correctement. Avoir une bonne hygiène de vie. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Ça, c'est la première immunité, c'est l'immunité naturelle. S'il n'y a pas cette immunité naturelle, on ne peut pas venir renforcer ton immunité. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut un climat un peu moins stressant. Il faut mettre les gens dans les conditions de travailler sans trop se poser des questions. Il faut que le travail présentiel soit l'exception et que le travail virtuel soit la règle. Voilà. Abordons à présent les autres questions d'actualité. Bakar Dia, je croyais qu'on était venu pour parler vous êtes aussi en politique, hein? Donc j'ai eu la chance de mettre la main sur vous, donc je ne vais pas vous lâcher si facilement. Cette fuite organisée ou pas du patrimoine de votre ancien candidat, Idrissa Seck, dont vous avez soutenu la candidature en 2012, ça vous fait sourire. Alors, trouvez-vous normal, docteur Bakar Dia, qu'un pays pauvre comme le Sénégal soit dirigé par des milliardaires? Vous avez parlé de fuite, Pierre-Edouard. Organisée ou pas? Vous avez parlé de fuite. Vous voyez que je ne suis pas en tenue de sport pour courir derrière des informations ou courir derrière des hommes. C'est pour farcer, mais je vous dis, Pierre-Edouard, c'est vrai, en 2000, aux élections où Macky devait être président de la République, 2012, j'ai soutenu la candidature avec nos camarades de Idrissa Seck. Au premier tour et au second tour, nous avons soutenu la candidature du président Macky Sall. Ça aussi, il faut que les Sénégalais le comprennent. Nous ne sommes venus ni avant ni après. J'ai fait campagne avec le président Macky Sall, il le sait. J'ai fait le tour du Sénégal. À chaque fois qu'il fallait prendre la parole pour le défendre et défendre son option, j'ai eu à le faire. C'était pas pour les beaux yeux de Idrissa Seck, même si je sais qu'il en a de très beaux. Encore moins pour les beaux yeux de Macky Sall, même si je sais qu'ils ont de beaux yeux. C'était sur la base de principes. C'était quoi? C'était pour refuser le troisième mandat. J'ai écrit en son temps une lettre ouverte pour dire au président Wade que j'admire. Vous savez que le président Wade, c'est mon mentor. J'ai dit, monsieur le président, je pense que vous ne sortirez pas du palais en marchant sur des cadavres. Il m'a répondu pour me dire non, je ne le ferai pas.
Le 23 juin, on s'est tous battus. C'était pas contre le président Wade, mais c'était un combat de principe. Le président Wade modifiait la constitution et nous avions tous la claire conscience qu'il le faisait pour une personne particulière. Nous l'avons combattu. En l'occurrence. Bon, je suis très prudent. En tout cas, il y avait un poste de vice-président, il y avait le quart bloquant qui a sauté, et il y avait un troisième mandat. Moi, j'étais dans la coalition du président Wade. Quand j'écrivais la lettre ouverte, j'étais avec la CAP 21 du professeur Feu Ibader. Mais j'étais dans le système et j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je suis comme ça. Le président Wade, en bon démocrate, je me souviens, au lendemain du 23 juin, m'a appelé au téléphone pour me dire j'ai reçu votre lettre. J'ai dit, président, moi je pensais à ça. Mais attention, il reste l'homme politique le plus emblématique de notre siècle, pour moi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est battu, donc c'était pas pour... Mais l'idéal pour lequel vous êtes battu, est-ce qu'il a été entretenu? Donc je ne me suis pas allié à Idriss Seck parce que c'est Idriss Seck. Je me suis allié à Idriss Seck et à Macky Sall contre le système PDS pour combattre un certain nombre de principes. Et si j'avais à vivre deux fois, comme disait l'autre, et par deux fois revivre, je referais exactement la même chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me pose aussi un certain nombre de questions. Je reste toujours sur des principes. Vous savez, Pierre, lorsqu'on reste sur des principes, on a une boussole et on ne se perd pas. J'ai entendu, c'est pourquoi je vous dis, moi, les questions de personnes, j'ai lu, comme vous, il y a eu une fuite, etc. C'est une fuite, c'est pas une fuite. C'est pourquoi je vous dis... Il pèse des milliards, c'est ça la constante. Bon, vous l'avez pesé. Moi, je n'ai pas une balance pour peser. Ça, c'est la première des choses. Je me refuse de commenter des fuites. Je considère qu'il y a des corps de contrôle qui sont là, qui doivent et qui font régulièrement leur travail. Vous comprenez ma position. Je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai, il y a des corps de contrôle qui sont là, qui se saisissent et qui peuvent se saisir pour dire oui ou non. Le président Idriss Seck a fait sa déclaration de patrimoine. Les corps de contrôle sont là. Nous avons une opinion publique qui est très forte. Nous avons aussi une société civile qui est très forte. Je pense que chacun fera son travail et les vaches seront bien gardées. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise, sinon que constater avec vous ce que tout le monde a constaté. Par contre, que nous avons des milliardaires à la tête du pays. Non, moi je ne suis pas dans ces caricatures. Pour un pays pauvre. Non, nous avons des milliardaires, oui. Oui. Mais je ne suis pas dans ces caricatures-là. Moi, je pense... C'est un constat. Oui, mais moi je pense que les corps de contrôle devront faire le travail et correctement. Moi je suis un républicain, je pense que beaucoup ont été poursuivis pour des questions de ce genre. Bon, le président de la République a fait sa déclaration de patrimoine, c'est une très bonne chose. Le président Idriss Seck a fait sa déclaration de patrimoine, d'autres ont fait leur déclaration de patrimoine, d'autres encore n'ont pas eu à faire leur déclaration de patrimoine. Moi je considère que... Mais faut-il garder secret le patrimoine de nos dirigeants? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une modification de la loi qui permette que tout le Sénégal, l'opinion publique sache, voilà, les biens de nos dirigeants? En tout cas, et puisse apprécier en conséquence. Oui, en tout cas, si la loi évolue en ce sens, c'est excellent. Si la loi évolue en ce sens, c'est excellent. Mais pour l'heure, les textes sont ce qu'ils sont. Ce que je puis vous dire, c'est que moi, je travaille du matin au soir pour survivre. Ce que je puis vous dire, c'est que je suis payé aujourd'hui à la fin de chaque mois pour le travail que je fais. Et si je ne le fais pas, j'aurai des difficultés à tenir. Moi, c'est ce que je peux dire. Maintenant, pour le reste, je laisse à chacun faire son travail. Et la problématique du troisième mandat? Oui, par contre, cette question-là, c'est elle qui m'avait mobilisé contre le système du PDS. C'est elle qui avait mobilisé Idriss Seck. C'est cette question qui avait mobilisé Macky Sall. Moralement, est-ce que moi, je peux dire que je ne veux pas en parler? J'ai entendu... le professeur Ismaïla Madior Fall, un homme brillant, un grand professeur. Mais je me suis posé un certain nombre de questions quand je l'ai entendu. Je me suis dit, est-ce que Ngour jar na li en wolof?
Oui, il dit qu'il est loyal au président. Est-ce que Ngour Garnali, quand moi je l'ai vu se battre, je l'ai vu avoir des positions tranchées. Et je pense que le président Macky Sall, que j'aime beaucoup au passage, vous savez, moi je n'ai eu que du respect pour Macky Sall, il le sait. Et quand il était Premier ministre, moi j'étais tout le temps avec lui, il sait que je le respecte, il sait que je ne le combats pas, mais il sait que je suis un homme de principe. J'ai dit au président Macky, il faut faire attention. Quand quelqu'un te dit, et dit dans la presse, je ne donne pas ma position parce que je suis au pouvoir. C'est une manière de dire, le jour où je ne serai plus au pouvoir, je donnerai ma position. Pour moi, c'est une forme de chantage. Et c'est pour moi quelque chose d'inacceptable. Chantage ou une question de loyauté? Non, c'est du chantage. Moi, je préfère le militant du président Macky Sall qui affirme et assume clairement, oui, Macky Sall a droit à un 3e mandat. Moi, je le préfère à celui qui dit, je ne dis rien parce que le président m'a dit de ne rien dire. Et surtout quand on a été rédacteur. Oui, c'est ça que de la Constitution. Lui, il rédige une constitution. Ismaël Madior, vous n'avez pas rédigé la constitution pour Macky Sall. À ce que je sache, vous avez la responsabilité de dire aux Sénégalais ce que vous avez caché derrière cette constitution. Parce qu'il y a quelque chose qui a été caché derrière. Quand il dit je ne peux pas me prononcer pour une constitution où il était l'acteur principal, c'est qu'il cache quelque chose. Et pour un intellectuel, moi je me pose des questions. Et ça me fait peur. J'ai peur pour moi, mais j'ai aussi peur pour Macky Sall. Vous savez pourquoi? J'ai peur pour Macky. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Souvenez-vous au temps de Wade. Où sont tous ces gens qui disaient il a droit à un 3e mandat? Il a raison, il faut qu'il y ait. Ils sont où? Avec lui. Mais ils sont avec Macky Sall. Oui. Il faut tirer les leçons de l'expérience. Le pouvoir n'est pas éternel. Il n'y a que le pouvoir divin qui est éternel. Tirez les leçons de Abdou Diouf. Cette galaxie qui était autour de Abdou Diouf, quand Abdou Diouf est parti, immédiatement ils sont allés auprès de Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, ils sont tous à côté de Macky Sall. Ceux qui ont rédigé la Constitution te disent je suis loyal, je ne dis rien. Ça veut dire que tant que le président Macky Sall est loyal envers moi, je ne dirai rien. Mais le jour où il ne répondra plus de Macky Sall, Ismaël Madior, qu'est-ce qu'il va dire? Il va donner son point de vue et sa position. Mais il est soumis à une obligation de réserve. Vous le lui concédez. Il n'y a aucune obligation de réserve par rapport à une constitution qu'il a eu à rédiger. Il n'y a nulle part où il est dit que le professeur Ismaël Madior Fall ne doit pas donner sa position par rapport à une constitution. Par contre, tous ceux qui disent que Macky Sall a droit à un 3e mandat, ils sont renforcés dans leur posture. Mais moi, je les respecte mieux que celui qui a peur de donner sa position. Est-ce qu'on ne lui fait pas un mauvais procès, le professeur Ismaël Madior Fall? Il l'a dit, il a eu à faire des déclarations précédentes pour dire que le président ne pouvait pas se présenter. Il avait dit nul 3 fois. Même s'il est revenu en disant en principe, oui, moi par exemple, sa déclaration a évolué. J'ai commencé par vous dire que c'est un homme brillant, un homme que je respecte. Quand j'étais ministre chargé des relations avec les institutions au temps de Wade, je faisais appel à ses compétences extraordinaires. Et c'est lui qui formait les assistants parlementaires. Il est brillant. Et c'est fort d'ailleurs de son savoir-faire que je me suis fait une philosophie par rapport à ce 3e mandat. C'est lui qui m'a appris que dans ce qu'il a écrit, nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. Donc, si aujourd'hui il revient me dire qu'il ne peut rien dire, j'ai dit, président Macky Sall, faites attention. C'est suspect. Enfin, je demande au président Macky Sall de faire attention. Et je le dis en toute honnêteté, moi je préfère les alliés de Macky Sall qui disent oui, président, vous avez droit à un 3e mandat, à celui qui dit je ne dis rien parce que je suis ministre d'État. Terminons avec la candidature d'Augustin Senghor à la présidence de la CAF. J'interpelle votre casquette d'ancien ministre des Sports. Alors, a-t-il des chances de passer le président de la Fédération sénégalaise de football? Vous savez, j'ai un ami professeur ou une amie professeur qui me dit souvent, vous les hommes politiques, vous analysez, vous mettez toutes les chances de votre côté, mais vous oubliez le destin et la main de Dieu. Je pense qu'elle a raison. Elle a 1000 fois raison.
Augustin a fait et est en train de faire ce qu'il doit faire. J'ai parlé plusieurs fois de la qualité de sa candidature. Mais je reste profondément croyant et je pense que quel que soit celui qui va gagner, ce sera l'Afrique qui gagne. Oui, au-delà de l'aspect métaphysique que vous convoquez ici, soyons rationnels. A-t-il des chances de passer ou pas? Mais oui, s'il n'avait pas de chance, il ne serait pas là. Je pense qu'il a des chances, mais il y a la main du destin qu'il faut prendre en compte et comprendre que quand on va dans une élection, on n'y va pas seulement pour gagner, on y va aussi pour perdre. C'est pourquoi je vous dis, je lui souhaite la victoire, mais s'il arrive aussi que notre Africain gagne, ce sera l'Afrique qui gagne. Il avait eu le soutien des anciens ministres des Sports. Ils se sont retrouvés dans un hôtel de la place à Dakar, mais on ne vous a pas vu. Moi, je ne me considère pas comme un ancien ministre du Sport ou un ancien ministre de la Communication. Moi, je suis Bakar Dia. Je suis un citoyen, je souhaite qu'il gagne, mais si vous remarquez, à chaque fois qu'on m'appelle dans des forums ou dans des associations de regroupement d'anciens ministres, je n'y suis pas. Pour la petite histoire, si je suis arrêté à 23h en coup plein, en état d'urgence, en couvre-feu, je ne sors pas ma casquette d'ancien ministre. Je sors ma carte professionnelle parce que si je sors à cette heure-ci, c'est parce que j'étais allé travailler. Je sors toujours ma casquette de médecin. Je me considère comme un médecin d'un petit village de quelque part, mais pas comme un ancien ministre. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur Bakar Dia, ancien ministre. Oui, ça vous colle à la peau. Hein? Donc, ancien ministre de la Communication, ancien porte-parole du gouvernement. Vous êtes aussi un ancien ministre des Sports. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie.